les fidèles du mardi. Vous êtes dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis sur la chaîne YouTube d'Eurosport sur HBO Max. Et vous avez raison parce qu'on est en très belle compagnie aujourd'hui, alors que le Monte Carlo Masters bat son plein, avec Nico Escudé, avec Romain Bouchneau. Salut à tous les deux. Salut Anne. Salut Romain. Salut tout le monde. On aime cette période de terre battue, Nico Escudé. Ouais, mieux maintenant. Mieux maintenant, c'est ça? Ça passe mieux là quand on est de l'autre côté? Exactement, ça peut être un petit peu compliqué à un certain moment. On va en reparler de la difficulté pour certains de jouer sur terre battue. C'est pas un problème pour Romain Bouchneau. Non, amorti, pas de problème. On en a vu hier en plus. Ça fait des glissades. Bah oui, ça glisse. Non, c'est sympa. En plus, il fait beau là à Monte-Carlo et on a vu des beaux matchs pour débuter le tournoi. La semaine dernière, il y a eu des beaux matchs, on va en parler aussi. Non, moi j'adore cette période. En plus, il fait beau. Ah oui. Et quand Bertrand Millard n'est pas là, on a quand même un t-shirt de groupe de musique. C'est moins death metal que Bertrand, mais un petit peu moins. Hein. Dépêche Mode, c'est pas mal. C'est très bien même. Pas de stress pour les places de Céline Dion, Nico, toi de ton côté? Non, là ça va, ça c'est calme. On est tranquille. Chanteuse de légende, on va parler d'un duo peut-être de légende. On va faire un petit pas de côté aujourd'hui dans Retour Gagnant. On va parler de Sinner et Alcaraz qui sont à Monte-Carlo et on va s'interroger sur leur place, la place de leur rivalité dans l'histoire du tennis déjà, parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils dominent le circuit tous les deux, qu'ils remportent les grands chelems. On a sélectionné 5 duels qui ont fait l'histoire du tennis, 5 rivalités. Et on va s'interroger sur la place de Sinner-Alcaraz dans ces duels. Alors, on va voir les duels qui s'affichent. C'est une liste non exhaustive. Il a fallu en sélectionner 5. McEnroe-Borg, alors qui par rapport aux autres ne se sont pas tant affrontés que ça. Lendl-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal et Djoko-Nadal. Donc, ces duels qui existent parce qu'il y a eu beaucoup de confrontations, parce qu'il y avait une opposition de style. Nico, ça te parle, toi, cette liste? Ah oui, elle me parle. Alors, Lendl-McEnroe, j'étais encore jeune, McEnroe-Borg encore plus jeune, mais les 3 derniers, oui. Et le Sampras-Agassi, là pour le coup, j'étais en plein dedans. Ils m'ont un petit peu emmerdé par moment d'ailleurs les deux. Et Federer-Nadal, Djokovic-Nadal, là pour le coup j'ai pu en commenter pas mal. Donc oui, on va dire que tous ces duos font partie des duels mythiques. Après. Il y a les années 80, donc avec McEnroe-Borg et Lendl-McEnroe, les années 90 avec Agassi-Sampras, et puis après on rentre dans les années 2000 avec Federer-Nadal et Nadal-Djoko, et aujourd'hui donc dans les années 2020, on y est, Sinner-Alcaraz. Alors il y en a qui se sont plus affrontés que d'autres, mais Sinner-Alcaraz, c'est déjà 16 affrontements quand même, entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Ils se sont succédés à cette place de numéro 1. C'est encore un enjeu d'ailleurs pendant ce Monte Carlo Masters. Il y a 10 victoires pour Alcaraz, 6 pour Sinner. En Grand Chelem, c'est aussi Alcaraz qui domine, 4-2. Et en finale 2-1, en finale de Grand Chelem pour Alcaraz. Et puis 5-3 dans les finales en général de gros tournois. Pourquoi on s'interroge sur la place de leur duo, Romain? Parce que, comme à leur époque, ce dont on a parlé, c'est eux qui dominent et c'est eux qui sont surtout en finale des gros tournois. On avait cette stat aussi du nombre de tournois dans lesquels ils sont tous les deux, et à chaque fois, c'est l'un ou l'autre qui l'emporte. Ce sera la plus grosse rivalité de l'histoire du tennis. Ah oui, carrément. Ah, c'est dit. Oui. C'est enregistré dans Retour Gagnant. Oui, si le tennis reste en l'état, parce que on parle de confrontation, mais qui se souvient des confrontations entre Nadal et Federer en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, et de Djokovic et Nadal en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, ou de Sampras-Agassi qui ne se sont joués que 4 fois en finale de Grand Chelem. Eux, ils sont 1 et 2, tête de série 1 et 2, un en haut du tableau, un en bas du tableau. Ils se rencontrent quand? En finale. Et il n'y a eu que 9 finales. C'est beaucoup, mais 9 finales entre Nadal et Federer, 9 finales entre Djokovic et Nadal. Il y en aura plus si ça continue comme ça. Il n'y a pas de troisième homme. Il y a Novak Djokovic qui se balade, il y a Zverev qui se balade, mais il n'y a pas de troisième homme. Donc si, sur les 3-4 prochaines années, on a 1 et 2 Sinner et Alcaraz, ce seront les 2 joueurs qui vont le plus se rencontrer en finale dans l'histoire des grands chelems. Et c'est cela dont on se souvient. C'est vraiment des finales dont on se souvient. Finalement, on parlait de Borg-McEnroe. Il y a une finale exceptionnelle à Wimbledon dont tout le monde se souvient. Même s'ils ne se sont pas joués beaucoup, on se souvient de leur rivalité parce qu'il y a eu une grande finale. Il y en a eu quelques-unes, mais il y en a eu une surtout. Et
Et donc, je pense que si ça continue comme ça, oui, ce sera le plus grand duel de l'histoire. Si les deux restent 1 et 2 et qu'il n'y a personne d'autre derrière pour venir les titiller. Il y a eu des périodes comme ça, entre Nadal et Federer. Il y a eu une période entre 2006 et 2011 où ils étaient tête de série 1 et 2. Djoko Nadal entre 2011 et 2016 où ils étaient tête de série 1 et 2 et ils ne se rencontraient quasiment qu'en finale. Mais déjà, comment choisir, nous, entre la rivalité Nadal-Federer et la rivalité Djoko-Nadal? Oui, on n'a pas mis Djoko-Federer non plus. Oui, mais déjà, là, c'est difficile de choisir entre ces deux-là. Parce qu'il y a eu 3 hommes à un moment. Là, il n'y en a que 2. Pour moi, ce sera le plus gros. Les ingrédients, c'est les chiffres, les nombres de finales, c'est aussi les matchs de légende, ceux qu'on retient. Et dans tous les duels qu'on vous a cités, il y en a. Et là, ils en ont déjà quelques-uns, des matchs incroyables à leur actif, Sinner et Alcaraz. Il y a évidemment cette finale de Roland-Garros, mais dans un tournoi un peu secondaire, il y a eu la finale de Pékin aussi, entre les deux. Alors, c'est que 3-7, c'est pas la même dramaturgie que 5-7, mais il y a déjà des gros matchs dont on se souvient entre les deux. Sur les finales, comme l'a dit Romain, forcément sur les finales, sur les finales de Grand Chelem, d'autant plus quand on voit l'année dernière, en plus la finale de Roland, et ce que ça a pu générer, procurer et autres. Mais oui, tant qu'ils sont 1 et 2, il va falloir qu'un troisième homme à un moment donné s'intercale pour pas qu'on les retrouve quelque part au bout. Si ce sera la plus grande confrontation, le plus grand duel sur le circuit de tous les temps, je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire, d'autant plus quand on voit là pour le coup les confrontations Djoko-Nadal et le nombre de fois où ils ont eu à s'affronter. 60, Djoko-Nadal. Je pense que c'est un peu tôt pour le dire, parce que si ça se trouve, Alcaraz ou Sinner vont arrêter aussi leur carrière au même âge que Björn Borg. Oui, bien sûr, à 26 ans. Et pourtant, il est dans certaines de ses rivalités. Il n'y a pas eu tant de matchs que ça, mais c'était mythique aussi parce qu'il y avait deux tempéraments très, très opposés entre Borg et McEnroe, parce qu'ils ont aussi fait entrer le tennis dans une autre ère. C'est ça aussi qui est important dans ces duels, c'est que ce sont des joueurs de tennis, des champions, mais qui vont au-delà de leur sport et au-delà même du sport. C'est devenu des icônes et puis il y a une confrontation un petit peu de style, de personnalité dans tous ces duels-là. Et au-delà de ça, c'est aussi des hommes qui se sont amenés et poussés encore plus haut les uns vis-à-vis des autres. Mais qui se font progresser, par la force des choses, et qui font forcément progresser aussi. On a vu avec les 3 autres. Ceux qui sont en dessous. Donc oui, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Mais pour encore combien de temps? Après, c'est sûr que quand on se retrouve semaine après semaine devant nous, nos tableaux, à faire nos pronos, c'est eux qu'on met à chaque fois en finale. Exactement. Ça dépend. Et c'est systématiquement le cas. On attend, quand ils sont tous les deux là, ils gagnent soit l'un, soit l'autre à chaque fois. Quand il y en a un, c'est très souvent. Et oui, on attend ça à chaque fois. Il n'y a personne pour venir les titiller, donc ils vont se jouer de nombreuses fois s'il n'y a pas de blessure et s'il n'y a pas ce troisième homme qui vient les embêter. Si, il y a eu Novak en début d'année, non? Ah oui, c'est ça, c'est qu'en 2026, pour l'instant, il n'y a pas eu de match entre les deux. Il n'y a pas eu de finale entre les deux. Mais il y a 40 celui qui les embête. Parce que justement, à l'Open d'Australie, Sinner n'est pas arrivé en finale. Parce qu'à Indian Wells et Miami, Alcaraz n'est pas arrivé en finale. Alors, on en vient maintenant à chaque tournoi à attendre le moment où on va les retrouver. Il y a quand même eu l'an dernier 3 finales de Grand Chelem de suite entre les deux, donc 2 remportées par Alcaraz, 1 par Sinner. C'est ce qui avait fait aussi la grandeur de ce duel entre Djoko et Nadal, c'est qu'il y avait eu entre Wimbledon 2011 et Roland-Garros 2012 4 finales de Grand Chelem de suite. C'est ça qui fait que sur les majeurs. Ils y sont déjà, alors qu'ils sont encore tout jeunes. Donc on peut imaginer que ça va continuer, sauf si on a un petit jeune qui arrive. On l'espère. Parce que pour l'instant, c'est le vieux, comme tu dis. Bah oui, c'est pas les l'avenir en tout cas. C'était génial de le voir là, mais c'est pas l'avenir. Bon, on espère qu'on les retrouvera peut-être en finale de pour eux, Monte-Carlo. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. D'autant plus que alors là, pour le coup, s'ils se retrouvent en finale à Monte-Carlo, se joue aussi la place de numéro 1. Là, tous les ingrédients seront réunis sur la terre battue, qui est plus la surface de l'un que de l'autre. Dans une période où on n'avait pas vu Sinner l'an dernier aussi, puisqu'il était suspendu, donc il y a plein d'interrogations. Mais les rivalités se font en Grand Chelem quand même. Là, s'ils sont pas en finale de Monte-Carlo, ils s'en foutent les mecs. Ils vont vouloir monter en puissance pour aller gagner Roland-Garros. Oui, l'objectif, c'est Roland-Garros. De gagner Roland-Garros. Et on ne retiendra de leur duel que les Grands Chelems. Oui, parce que leur finale du Masters la saison dernière, tout le monde Sinner l'a a un petit peu remporté, oublié.
Parce que on est bien d'accord que Sinner n'a toujours pas remporté de grands titres sur terre. Non, il a juste Umag en 2022 contre Alcaraz, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Contre À Alcaraz l'époque, c'était pas les mêmes Et joueurs. ça va forcément être intéressant là sur la saison sur terre d'arriver à les. Alors sur quel tournoi ça, on verra. Oui, ils font peut-être pas toujours les Mais mêmes. à les voir à nouveau face à face sur terre battue, Mm. parce que la dernière fois qu'ils ont eu à se jouer sur terre, il y en a un quand même qui est passé. Pas À loin. 2 points. Ouais. Il fait Alcaraz va faire Barcelone, Sinner ne va pas jouer cette semaine-là et reviendra ensuite sur les 2 Masters. Ouais, Madrid Madrid et Rome. Donc on devrait les retrouver, ces deux-là, pour alimenter les chiffres. Ça paraît Et, très logique. et des cette chances, légende en normalement. construction. Ouais. C'est un peu la conclusion, c'est que là, aujourd'hui, à l'instant T, évidemment, il y a eux et le reste du monde, mais il faut tenir sur la durée ce qu'ont fait les autres, surtout les trois, hein, Nadal, Djoko et Federer. Donc On va attendre de voir. voilà, Oui. to be continued. Exactement. TBC. Mais des petits jeunes qui montent, il y en a un qui t'a tapé dans l'œil, Romain, ce week-end, il a fait l'actu, c'est Rafael Rodar, un autre Espagnol, qui a remporté son premier titre ATP et qui a surtout une ascension fulgurante en 1 an et quelques. Exactement. Et C'était à déjà, Marrakech, le titre. cette année, il a perdu au premier tour d'Indian Wells, mais il a passé 2 tours, les qualifs et 2 tours à Miami. On rappelle qu'il a. C'est ça, il sort des qualifs à Miami. Ouais, il sort des qualifs à Miami. Il a 19 ans et il vient de remporter Marrakech en ne perdant qu'un set, en écrasant quasiment tout le monde. Trungeliti, la surprise du tournoi, qui jouait super bien, qui a battu Darderi. Première top 20 finale mondial, à 36 ans. Première finale, il prend 5 jeux seulement, Trungeliti. Contre Alex Muller, ça fait 6-2, 2-0, abandon. Il a perdu contre Hugo Carabelli, qui est un très bon joueur de terre. Il a perdu 2 jeux. C'est un joueur exceptionnel et c'est un joueur de la génération de Joao Fonseca. Ça fait 2 ans qu'on parle de Joao Fonseca. Attention, la pépite, s'il y en a un qui peut venir embêter Alcaraz, Sinner, c'est Joao Fonseca. Bah non, peut-être pas. Parce que Raphaël Jodard, il a 1 mois de moins que Joao Fonseca, même génération. Mais c'est un joueur dont on parlerait, s'il n'était pas espagnol ni italien, on en parlerait depuis longtemps. Il est espagnol. On a Dieu que pour Ils se Carlos font un peu dans la Alcaraz. masse aussi. Exact. Parce qu'il y a Andaluce, il y a d'autres Il pépites. y a des aussi. jeunes et c'est dans un pays où il y a le numéro 1 mondial, donc on n'en parle pas trop. Si il était français, Raphaël Rodar, vu ce qu'on fait sur Moïse Kouamé, on en parlerait beaucoup. Et Moïse Kouamé, on n'en parlerait pas si on avait un Français dans le top 5 mondial ou numéro 1 mondial. Parce qu'on a envie, c'est l'attente d'un joueur de ce niveau-là qui fait qu'on parle beaucoup d'un joueur de 17 ans. Lui, il est un peu sous les radars. Il joue très très bien. Il fait 1m91. C'est un terrien qui est capable. Oui. Il a un peu les mêmes armes qu'un Fonseca, la puissance, le coup droit. Puissance, gros coup droit. Et il joue super bien. Il va avoir. En plus, c'est un joueur qui n'a pas bénéficié de wildcard plus jeune, notamment à Madrid. On aurait pu imaginer qu'on le voit sur un Masterfield, non? Parce qu'il ne faisait pas forcément parler de lui. Là, il a une wildcard à Barcelone. Je pense qu'il va pouvoir rentrer dans le tableau. Il est 57e là, mondial. Il est top 50. Aux portes du top 50. Il va pouvoir rentrer dans le tableau à Madrid, peut-être à Rome aussi. Il rentrera dans le tableau à Roland-Garros. On parlait vraiment de ceux qui pourraient peut-être... Alors, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais, non, mais de il ceux arrive qui pourraient... discrètement. Il est à moins de 20 ans, quasiment dans le top 50 mondial, avec la saison sur terre battue. Il va l'être. Et quand on n'a pas 20 ans et qu'on est dans le top 50, on est quelqu'un à suivre. On est exceptionnel. Il avait remporté l'US Open Junior. En 2024, il a gagné 3 challengers en 2025. Donc déjà, en étant jeune sur ce circuit-là, il est allé engranger des points aussi, ce qui explique sa progression assez fulgurante au classement ATP. Donc là aussi, à surveiller. Mais c'est vrai qu'il a un jeu très plaisant. Je n'ai pas vu jouer moi encore. Très agressif. J'ai regardé quelques matchs à Marrakech. Il frappe fort, il a très bon coup droit, puis il est assez complet. Il est grand, il sert bien. Il y a certainement des choses à travailler, c'est sûr, mais je sais pas, il s'appelle Raphaël. Et sur sa fiche ATP, il dit pas, il donne leur nom, hein, les joueurs, pour qu'on apprenne à les prononcer. Il dit pas Raphaël Rodar, il dit Rafa Rodar. Ah, Rafa. Déjà, il s'impose. Le mec, il est là, et c'est le nouveau Rafa. On en reparle à la fin de la saison sur terre battue. Je repasse. Le rendez-vous est pris, Romain. Et on fera un point sur Rafa Rodar. Est-ce que vous croyez que Rafa Rodar, il regarde le tennis? Il regarde des matchs de 2h30, 3h? Parce que c'est
parti pris de Ouais. Patrick Mouratoglou, qui a aussi fait l'actualité. Il aime bien faire des grandes déclarations, qu'on parle de lui, donner un petit coup de pied dans la foule minière aussi pour faire avancer les choses. Il était à Nîmes pour son exhibition, son show l'UTS le week-end dernier. Et ces déclarations ont un peu fait parler. Selon lui, la fanbase du tennis vieillit. Et si le tennis ne se renouvelle pas pour s'adapter aux nouvelles générations, eh ben, il est voué à mourir. On va écouter l'extrait de l'interview de Patrick Mouratoglou au micro de Laurent Verne. C'était le week-end dernier et on en reparle juste après. Le sport moderne, c'est un show. Et ce n'est pas du tout une insulte de dire que c'est un show. Ça doit l'être. Il faut simplement vivre, ou plutôt créer des produits qui sont des produits qui doivent exister dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le tennis, c'est le monde d'hier. Ça a été créé avant 1900. Le format n'a jamais été modifié depuis, ou alors vraiment à la marge. Et les modes de consommation des gens ont totalement changé, totalement. Depuis les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les jeux vidéo, les moins de 30 ans ne consomment pas, d'ailleurs même les joueurs. J'ai demandé à tous les joueurs, est-ce que vous regardez du tennis? Les joueurs professionnels. Mais 100% m'a dit, jamais. Jamais, c'est beaucoup trop long. Ils regardent des highlights, ils regardent plus les matchs. Parce que le produit n'est pas adapté, tout simplement. Encore une fois, il est adapté à nous, à moi, mais pas à moins de 30 ans. Alors, est-ce que c'est vraiment un show, le tennis? Avant tout, c'est un sport, non? Quand même. Il y a de la compétition. Alors, ça a vocation à être regardé. Il y a des droits télé, etc. Il a pris une place importante dans le paysage du sport, de l'audiovisuel, le tennis. Mais est-ce que c'est avant tout un show? Bon, ça le devient de plus en plus. Après, Patrick, là, il vend aussi quelque part son produit. Oui, mais bien Exactement, sûr. et il a raison dans Tout à son fait, rôle d'aller tout à vendre fait. son business. Il vend effectivement son circuit UTS dans différents pays, dans de magnifiques lieux d'ailleurs, là dans les arènes de Nîmes. Ah ouais. C'est un cadre somptueux pour le tennis. Après, le tennis est un sport. Est un sport, reste un jeu, c'est un show aujourd'hui, on le voit. Le coaching a été mis en place maintenant, on a les micros qui sont ouverts, on peut entendre ce qui se passe et les échanges entre les joueurs. On voit aussi les nouvelles générations de joueurs comme des Arthur Fils pour parler au niveau français, des Ben Shelton qui ont envie qui sont un petit peu des showman aussi sur le terrain. Donc pas non plus à un moment donné dénaturer trop ce qui est l'essence même de ce sport. On a pu voir ce que ça a pu donner avec là pour le coup avec la Coupe Davis. Le fiasco et le carnage intégral et la façon dont ils ont pu détruire quelque part cette compétition. Le désintérêt aujourd'hui du grand public par rapport à la Coupe Davis, là pour le coup, qui soi-disant donc a su évoluer. On a raccourci, c'est plus en 5-7, c'est en 2-7. C'est sur 2 jours. Enfin bon. Donc attention, je peux entendre ce que dit Patrick, mais il faut y aller à petite dose quand même là. Surtout que, alors c'est le rythme du tennis qu'on remet un peu en cause, qu'il remet en cause, la longueur. Mais c'est ce qui fait, comme tu dis, son essence aussi. Les matchs qu'on retient, c'est la finale de Roland-Garros qui a duré plus de 5 heures. Je vous invite à aller lire le papier de Rémi Bourrière qui va analyser un petit peu ces déclarations, qui prend du recul, sans dire « Ah non, il a tort ». Il y a plein de questions à se poser effectivement sur l'évolution du tennis. Mais ce qui fait son essence, c'est quand même cette dramaturgie et ce rythme. Pour qu'il y ait des moments explosifs, il faut qu'il y ait des moments aussi plus lents, plus ennuyeux, il faut le dire. Mais on peut aussi aller picorer, pas rester 5 heures sur son canapé devant la télé. Oui, mais après, moi, ce qui peut me déranger dans le tennis, c'est certains formats qu'on raccourcit, comme on peut le voir aussi avec le Masters Next Gen, de oui. la Next Gen. Au départ, c'était pour le tester et le faire. Et là, on est loin de. Un match de tennis, on sait à peu près quand il commence. Et encore, en fonction de la programmation, on peut se retrouver, et d'autant plus sur les grands chelems, à être un petit peu décalé. Mais on ne sait pas quand son match va terminer. Et à partir de là, ça va donc pouvoir permettre à tout joueur, de par quelque part les aptitudes qui sont les siennes, les capacités qui sont les siennes, de pouvoir arriver à s'exprimer. Et je vais même rajouter à ça, quelque part, pour moi, qui a un petit peu tué certaines choses au niveau du tennis, le côté homogène des surfaces.
où je vois aujourd'hui le tennis tel qu'il est pratiqué. Alors certes, il a su évoluer, ça sert beaucoup plus fort, ça frappe beaucoup plus fort dans la balle, mais on voit plus quelque part d'attaquants qui peuvent aller au filet sur des surfaces beaucoup plus rapides. Il n'y a plus de saison comme il pouvait y avoir avant. Et que donc à un moment donné, quelque part, le prototype même du joueur de tennis se ressemble énormément aujourd'hui sur le circuit. Avant, on pouvait voir des gars ultra fins, pas du tout trop costauds, arriver à pouvoir s'exprimer. On pouvait voir des terriens à l'époque qui ne jouaient pratiquement que sur terre, qui allaient carrément même pas sur les tournées sur gazon, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le jeu pour pouvoir et ça les intéressait pas. Et que les surfaces indoor allaient à 10 000 à l'heure. Et que donc, à un moment donné, si on essaye de condenser tout ça, de canaliser tout ça, on perd l'essence même du jeu. Si à un moment donné, un gars, sa force, c'est de pouvoir arriver à rester 6 heures sur le court, et qu'on lui dit non, en fait, ton match, il va durer que 45 minutes, ça va poser problème. Et inversement. Donc, on efface toutes les différences, tout ce qui fait les particularités de chacun. L'endurance, de l'explosivité, et qu'à un moment donné, chacun avec les capacités, les aptitudes, sans dire qu'il ne va pas les développer pour arriver à les améliorer, quelles qu'elles soient, que ce soit les points forts comme les points faibles. À un moment donné, on est quand même à la base normalement tous différents et pas forcément avec les mêmes aptitudes et les mêmes qualités. Donc il en faut pour tout le monde. Il dit qu'aujourd'hui le tennis va bien, mais que c'est dans 30, 40, 50 ans qu'il n'y aura plus la base de ceux qui regardent. C'est pas totalement vrai non plus, parce qu'on voit tous les enfants. Les duels tout à l'heure, les duels, on disait, alors là, mais ça va être quoi le tennis après les Sampras et Agassi et puis le tennis, ça va être quoi après les Federer, Nadal, Djokovic. Oui, au niveau des joueurs, ça s'est renouvelé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et on voit toujours autant de spectacles. Et puis il faut les tirer vers le haut, ces gens qui ne regardent pas forcément longtemps du tennis. Si on leur propose juste des tout petits formats, c'est plutôt là que ça va s'éteindre à petit feu, non, ce sport? Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on parle des autres sports. Moi je me souviens en 1958, l'équipe de France est en Coupe du Monde, 3e de la Coupe du Monde en Suède, Coupe du Monde de foot, 45 minutes la première mi-temps, 45 minutes la deuxième mi-temps, et le match se déroule sur 1h30. C'est la même chose aujourd'hui. La première Coupe du Monde de rugby en 1987, il y a 2 mi-temps de 40 minutes. C'est toujours pareil aujourd'hui. Et quand Jack Nicklaus gagne le Masters d'Augusta en 1986, son dernier majeur, c'est 4 tours et c'est 4 fois 18 trous. Et ça n'a pas changé. Parlez-moi d'un sport qui a changé dans l'histoire sur ces 50, 60, 70 dernières années. Non, ça ne change pas. Il faut s'adapter à ça. Les grands chelems, on se souvient, nous, des vainqueurs de grands chelems. Les meilleurs remportent les grands chelems. Il y a des joueurs un petit peu moins forts qui arrivent à remporter des Masters 1000 parce que c'est plus indécis sur 2 sets gagnants. On peut perdre un match quand on a perdu un premier 7-7-6 et qu'on n'arrive pas à remporter le deuxième ou à faire tourner et peut-être perdre en 2 tie-breaks, même si on est meilleur que l'autre, sur un grand chelem, on perd rarement. On voit le nombre de grands chelems gagnés par Nadal, Federer et Djokovic, le nombre de grands chelems que vont gagner aussi Alcaraz et Sinner, parce que ce sont les meilleurs, parce qu'ils ont du temps. Et ça permet aux meilleurs joueurs à un instant T de remporter un tournoi, parce que c'est l'essence même du tennis. On est le plus fort et on gagne sur un format sur 3 sets. Plus ou moins long. On ne gagne pas forcément. Ouais, mais ce qui est marrant là dans ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi un débat quelque part chez les filles sur ces finales ou de. Alors chez les filles, c'est plutôt l'inverse, oui. Pourquoi pas en 5-7, donc de rallonger quelque part les choses, tout comme on a pu faire quelque part évoluer déjà un petit peu la durée. Il y avait certains Masters dans le passé où les finales se jouent en 5-7. Ah oui. Ouais, bien sûr. Donc on a raccourci pour venir en 3-7. Donc. Non, mais il y a eu des choses comme le tie-break. Au début, certains traditionnels disaient « Ouh là là, le tie-break, pourquoi ?» Ou les fins de finalement aujourd'hui sur les grands chelems. Oui, mais on s'y est habitué parce que il y a quand même de la dramaturgie. C'est des petites évolutions, c'est ça. Mais passer sur des sets en 4 jeux... c'est impossible. Si Rafael Nadal a gagné des matchs, c'est qu'il est devenu un grand joueur, c'est qu'il a regardé des grands champions gagner des matchs en grand chelem et gagner des tournois en grand chelem. Si Carlos Alcaraz a eu envie de faire une carrière, c'est parce qu'il a vu Rafael Nadal gagner Roland Garros en 5 manches. C'est pas parce qu'il a vu... Alors il l'a gardé souvent, il a gagné sur des matchs où il fallait remporter 3-7. C'est pas parce qu'il a vu Nadal gagner Monte-Carlo contre Gaël Monfils qu'il a eu envie de devenir Rafael Nadal. C'est parce que les matchs sont longs et c'est les matchs légendaires, les matchs de grand chelem. Comme la Coupe Davis, tu l'as dit Nico, mais c'est exactement ça. C'est ce qui a donné envie aux jeunes de faire du tennis, c'est de regarder des longs matchs en grand chelem et de se dire
Ah ouais, c'est un exploit qu'ils ont fait, les mecs. Il ne faut pas toujours s'adapter à la société, au final. Oui, ça va beaucoup plus vite, on scrolle, on reste qu'une minute 30 devant son écran, il ne faut surtout pas dépasser ça. C'est des Mais- machines, Mais minute 30, justement, c'est aujourd'hui, peu, on a tellement d'écrans que on se lève de son canapé et puis on va avec son Mm. téléphone et puis on peut continuer à suivre le match. Exactement, on a plein d'écrans différents, on peut suivre plusieurs matchs en même temps sur HBO Max. Oui. En plus. Le tennis va bien aujourd'hui Oui. et il faut qu'il continue à garder son essence Mhm. pour aller bien demain. C'est ça la conclusion de ce débat-là, même si Patrick Mouratoglou soulève des questions qui sont importantes sur l'évolution d'un sport. Alors après, il ne faut pas le faire évoluer de la mauvaise façon, il ne faut pas Moi, je pense s'attaquer que au problème de la mauvaise ce qui façon. fait évoluer les différents sports, chercher des comparaisons avec d'autres sports, c'est quand même les acteurs de ce sport-là. À un moment donné, on va s'intéresser forcément au tennis parce qu'on va s'identifier, les jeunes vont s'identifier à un Alcaraz, vont s'identifier à Yannick Sinner, et donc ça va forcément les intéresser. Mais Ils vont pas il donne un exemple, les années 70-80. Ouais, Il se passe quoi en 83? Victoire de Yannick Noah. Et en France, les gens se sont mis au tennis et ça a augmenté petit à petit le nombre de licenciés. Si un Français vient à gagner un grand chelem ou vient à exister, nouveau la place de exploser. numéro 3 mondial, elle peut être pour Arthur Fils. Hein. À Miami, tout le monde disait, c'est peut-être le 3e homme. Et s'il arrive à ce niveau-là et qu'il a une chance d'aller en finale de grand chelem, je ne m'inquiète pas du tout pour le tennis en France Non. dans les années à venir. Moi non plus. C'est les joueurs et les joueuses qui vont faire que c'est pas parce qu'on va se retrouver avec des grands chelems en 4 jeux que les gens vont plus regarder le tennis. J'y crois pas Non, une et puis seule seconde. ça peut être aussi comme le Et puis sommet. attention aux évolutions. Une nouvelle fois, on parle de comparaison de sport. Là, j'ai pu voir il y avait des matchs amicaux là de l'équipe de France aux États-Unis où il y avait des pauses fraîcheurs là. C'est pause fraîcheur, mais il faisait Non. pas très chaud. Hein, Mais il à faisait cette pas très époque. Ouais, alors chaud. ça, c'était Et deux, ça complètement cassait absurde. complètement le rythme d'une Ouais. partie, de la dynamique d'une fatigue des heures. équipe. Là, c'est plus le même sport, hein, finalement. C'est pas Ça, des vraies questions. ça change tout. Et puis là, on rallonge en plus. En plus. On rallonge le temps, ça va Aux pas du tout. États-Unis, ça les dérange pas. Plus Non. on rallonge, mieux c'est. Ah non, parce qu'ils regardent des matchs de baseball qui durent des heures. Nous, on a envie que ça continue de durer, qu'il continue bon, d'y avoir des oui. matchs comme ça, Oui. des rivalités comme D'ailleurs, ça. c'est quoi? C'est en Australie ou en l'US l'année dernière? Je me souviens plus. Ou même nous, on s'est plaint sur la 2e semaine qu'il y avait que des matchs en 3 semaines. Pas de 5-7, ouais, c'est vrai. On veut que ça dure, Mais oui. surtout la nuit. Se lever à 2h du matin Mais oui, pour on aller aime commenter ça. des 5-7, c'est pour ça qu'on est là. Et ça va continuer d'évoluer, peut-être aussi les plateformes sur lesquelles on propose le tennis pour se mettre au niveau d'une fanbase un peu différente. Bon, il y a plein de petites idées, mais sans dénaturer ce sport qu'on aime tant. C'est un peu la conclusion. Voilà. Alors, il y a des surfaces qu'on aime moins, pour finir. On a voulu s'intéresser, on a profité de la présence de Nico qui adore la terre battue, qui adorait la terre battue quand il était joueur, pour se poser la question comment on fait justement quand on n'aime pas ça, quand il faut se cogner ces 2 mois et demi là, de saison sur terre battue et que c'est pas la surface qu'on aime, avoir les chaussettes sales, c'est vraiment pas la tasse de thé, devoir glisser, C'était ça, hein, c'était ça. devoir trimer pendant longtemps sur des Alors moi, c'était échanges. particulier parce que moi, j'ai appris à jouer sur terre battue. Toute mon enfance, c'était sur terre battue. Dans mon club, c'était sur terre battue. En France, les championnats de France jeunes, c'est sur terre battue. Donc, quelque part, j'ai commencé à jouer au tennis. J'ai appris à jouer au tennis sur terre battue. Après, mon jeu et la carrière que j'ai pu avoir a un petit peu évolué, voire beaucoup, sur un jeu extrêmement offensif. Et en fait, c'est un blocage tout seul que je me suis mis. Sur le fait de me dire mon jeu ne va pas pouvoir s'exprimer aussi bien sur terre battue que sur des surfaces rapides. Parce que comme je le disais aussi tout à l'heure, Oui, à l'époque, les surfaces allaient beaucoup plus vite. c'était mieux avant. Et donc c'est un blocage seul et que j'ai réussi à débloquer sur la toute fin de carrière en à un moment donné me disant bon arrête tes conneries. T'as quand même un tournoi du Grand Chelem qui est à la maison sur terre battue. T'as appris à jouer au tennis sur cette surface. T'es capable de pouvoir y bien jouer. Ton jeu d'attaque est capable et en possibilité de pouvoir arriver à s'exprimer sur cette surface. Mais voilà, il y a des petits paramètres, des petits facteurs à devoir ajuster pour pouvoir arriver à le faire. Mais c'est Mais c'est dur plus de un blocage psychologique. Oui, qu'autre mais chose. que tu n'es pas le seul à avoir. Mais est-ce mais que non, là, quand mais la non. saison commence, on se force un peu à aller jouer des tournois qui sont obligatoires quand on a le classement pour les jouer? Alors, pas Monte Carlo, mais comment est-ce que tu te préparais
aussi bien, aussi fort Oui. pour la terre battue que pour le reste parce que Ah ben, quand on parle d'ajustement, faut réapprivoiser, alors, parce que pour certains c'est beaucoup plus facile que pour d'autres, sans forcément que pour moi c'était compliqué, mais réapprendre à glisser, c'est des efforts qui sont quand même différents. C'est des trajectoires de balles aussi où on joue un petit peu plus haut, on met un petit peu plus de volume, le rebond. on construit aussi un petit peu plus son point. C'est d'ailleurs pour ça qu'on préconise d'autant plus en France les jeunes à les mettre autant que possible sur terre battue pour D'abord, justement arriver à construire leur tennis tactiquement, construire leur point. Donc voilà. Après, oui, il y a des blocages qui peuvent s'opérer. À un moment donné, un côté, c'est hier où on a pu commenter Adrian, par exemple. oui, Manarino, Manarino. qui a pu traîner sa peine par moment pendant certaines saisons sur le fait sur cette surface, j'en veux pas, ça me plaît pas, il y a des faux rebonds, et puis là pour le coup on va trouver toutes les excuses possibles et inimaginables. Bon. Oui, mais il y en a comme Medvedev qui ont beaucoup crié contre la terre battue il y a encore pas si longtemps et puis qui arrivent à aller gagner Rome. Mais il y en a qui ont pour objectif d'être des joueurs complets et d'aller chercher cette place de numéro 1 quand on a le niveau d'un Daniil Medvedev. Oui. Sans victoire sur terre battue, on ne Ça va peut être pas compliqué. être numéro 1 mondial. Et il y en a qui n'ont pas cet objectif-là. On parlait d'Adrian, mais ça peut être un Nick Kyrgios qui lui, avait les capacités, à mon avis, pour être dans le top 10 mondial, mais ne faisant pas fait les efforts. d'efforts sur terre battue, n'aimant pas cette surface. Il s'en est jamais donné les moyens. Moi, il y a Et un les truc, Américains. les Américains, Ouais. ça, j'ai regardé pas mal de choses sur le tennis américain avant cette émission, mais il y a 8 Américains dans le top 50, c'est beaucoup. Il y en a dans Et le top 0 10. à Monte-Carlo. Tout ça Houston. Tous à Houston, mais Sur terre 0 battue. sur terre battue à Houston, mais ils ne viennent pas faire ce tournoi-là. Et dans l'histoire, les Américains n'aiment pas Monte-Carlo. Aucun Américain n'a remporté le tournoi de Monte-Carlo. Alors que, par exemple, si on prend Rome, ils sont 6 depuis le début de l'European, ils sont 6 à avoir gagné, même Pete Sampras a gagné. Parce que Monte Carlo, c'est un peu particulier. C'est le Et premier, Rome, ça va plus il n'est vite. pas obligatoire. Oui, ça, Et puis Rome, il est juste avant oui, il y a Roland. ce côté obligatoire, donc ce côté on n'aime pas la terre battue, mais il y a aussi ce côté, on va pas chercher Faut se donner moyen. oui, se donner moyen d'être plus haut dans le classement. Un Tommy Paul qui est bien classé, qui a remporté Houston, pris 250 points à Houston, il va ne pas aller chercher Plus de points. 400 points qu'il aurait pu, pourquoi pas, aller prendre ici pour grimper au classement. Je trouve ça très étonnant de voir ce désamour pour ce tournoi de la part d'une des plus grandes nations, si ce n'est la plus grande nation dans l'histoire du On a parlé des tennis. duels depuis Agassi-Sampras. On n'en a plus d'Américains à ce Dans niveau-là. ces duels-là, il y a eu Andy Roddick qui Oui. était numéro 1 mondial, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Il y a des Américains qui ont gagné Roland Garros. C'est pas un problème de terre battue. André Agassi a gagné, Michael Chang a gagné, on a Jim Jim Courier. Courier qui a Jim gagné Courier. à deux reprises en Pas début Pete. des années 90. Pas Non. Pete Sampras, mais ils sont capables et ils ont gagné Rome. Il y en a des Américains qui ont gagné Madrid aussi, mais on fait pas Monte-Carlo. Chelou. Après, c'est ensemble qu'on en parlait hier, où peut-être une explication au niveau des Américains, mais bon, après, c'est pas forcément les seuls, parce qu'on peut prendre les Australiens ou autres. Cette tournée là sur Terre qui s'entame là sur Monte-Carlo, on va rester Elle là est en longue. Europe Ouais, jusqu'au mois de juillet. Hein. Mhm. Et que. Oui. Mais les la famille Sud-Américains suit pas. sont contents. Hein. Ben, ils sont sur leur Ah bah, surface. c'est leur moment, là. Ouais, Les bien sûr. Argentins. Et donc une longue tournée avec toute cette saison sur terre battue qui va s'enchaîner très très vite derrière avec la saison sur gazon. Voilà, j'ai essayé de trouver quelque Non, part mais- Non, il quelques y a des explications. explications. Et d'ailleurs, on a pu voir souvent les Australiens, hein, à un moment donné, les 8 et même demi-nord après, essayer de trouver quelque part une sorte de camp de base en Europe. Je sais qu'à un moment donné, ils avaient trouvé Pour se plus ou moins, poser et pour rayonner pouvoir arriver à après. se poser. Je crois que c'était en Allemagne qu'ils avaient trouvé plus ou moins un petit camp de base pour pouvoir arriver, pas avoir à rentrer jusqu'en Australie entre les différentes tournées ou autres, et pouvoir partir de là. Après, Mais Shelton, Fritz, Paul, ils jouent pas le Masters. Ils n'ont pas envie de se qualifier pour le Masters. Est-ce que le fait de louper un Master 1000 sur l'année, Non, je à sais savoir pas, Monte-Carlo, je sais pas. Oui, pense en pas tout que- cas, c'est un sacrifice qu'ils sont prêts à faire. Et en attendant, ceux Ouais. qui dominent le tennis aujourd'hui, là, à l'instant T, ce sont des Européens. Hein.
Ouais. les 3-4 premiers Mhm. mondiaux, puisqu'on a Mhm. Zverev, on a Djoko aussi derrière Sinner et Alcaraz. Il y a eu un Fritz qui, Ouais. sur toute l'année, a réussi à aller chercher des bons résultats un peu partout, mais pas à Monte-Carlo en tout cas. Non. Non, ouais, je sais pas. Tant C'est pis pour sympa, eux, comme, tant pis Bah, pour en eux. plus, l'endroit, Olivier Canton nous le Ouais. rappelle tous les jours, c'est le Hein plus beau cours du monde. Mais c'est vrai. On c'est l'a dit la magnifique. semaine dernière dans Retour gagnant. Et l'endroit, c'est le l'endroit plus est bel sympa. endroit pour Nico Mahut aussi, Ouais, et ils sont c'est bien un des accueillis en tournois, plus, les joueurs, de mieux en mieux, paraît-il. dans le plus bel écrin en tout cas, Ouais, avec dans le cette plus vue bel sur la écran. mer. Puis là, la météo est avec nous. On va en Ouais, profiter. c'était voilé hier. Hein. Ouais, mais enfin, il pleut Un pas, peu. il y a la petite Ça laine va. pour Olivier C'est Canton moins quand beau même le qu'à soir. Paris, hein. Ouais. Ouais. Ah bah aujourd'hui, ouais, Mm. ça c'est sûr. Bah, on verra qui remportera, si on aura un nouveau duel de légendes en finale de Monte-Carlo. On en reparlera dans Retour gagnant la semaine prochaine. On a des matchs à aller commenter, tous les Oui. deux, aujourd'hui. Oui. Ça continue toute la semaine sur Eurosport, sur HBO Max, Masters 1000 de Monte-Carlo. Merci à tous les deux. Merci, Anne. beaucoup. C'était un plaisir. Et on se retrouve mardi prochain donc pour débriefer Monte-Carlo et pour parler de la suite de cette saison sur terre battue. Merci à Seb Petit en régie et donc à mardi prochain dans Retour gagnant.